En 1870, un jeune homme de 31 ans, au visage pâle et aux yeux perçants, marchait dans les rues boueuses de Cleveland, dans l'Ohio. À cette époque, il ne contrôlait que 4% de la capacité de raffinage du pétrole américain. C'était un acteur mineur, une note de bas de page dans une industrie chaotique et naissante. 10 ans plus tard, en 1880, ce même homme contrôlait 90% du pétrole américain. 20 ans plus tard, en 1904, il contrôlait 91% de la production, 85% des ventes finales, et il était devenu l'homme le plus riche que la Terre ait jamais porté. Son nom était John D. Rockefeller. Mais si vous pensez que cette histoire parle de pétrole, de kérosène ou de lampes à huile, vous vous trompez. Vous passez à côté de l'essentiel. L'histoire de Rockefeller n'est pas celle d'une énergie fossile. C'est l'histoire de la création d'un système. Une architecture invisible de contrôle qui a survécu à son créateur, qui a survécu à la dissolution de son entreprise et qui dirige votre vie en ce moment même, en 2025. Regardez autour de vous. L'essence que vous mettez dans votre voiture, les médicaments que vous achetez à la pharmacie, les plateformes technologiques sur lesquelles vous passez vos journées, la nourriture dans votre assiette, la banque qui détient votre prêt immobilier. Chacune de ces entités, sans exception, utilise le manuel Rockefeller. Ce n'est pas une métaphore. Les structures d'entreprise qu'il a inventées, les tactiques monopolistiques qu'il a perfectionnées, l'influence philanthropique qu'il a conçue, tout cela n'est pas mort lorsque la Cour suprême a brisé la Standard Oil en 1911. Au contraire, le système a évolué, il s'est adapté. Il est devenu plus sophistiqué, plus silencieux et infiniment plus puissant. Rockefeller n'a pas seulement bâti un empire pétrolier, il a bâti le plan directeur du contrôle corporatif moderne. Il a créé un monde où la concurrence est une illusion et où le monopole est l'état naturel des choses. Et vous ne pouvez pas échapper à ce système, car le système n'est pas une entreprise spécifique. Le système, c'est la méthode. Amazon utilise cette méthode. Google utilise cette méthode. Pfizer, JP Morgan, Monsanto, ils ont tous appris à partir du même plan. Le plan Rockefeller. Contrôler la chaîne d'approvisionnement verticalement. Éliminer les concurrents horizontalement. Capturer les régulateurs qui sont censés vous surveiller. Utiliser la philanthropie pour acheter votre légitimité morale. Et quand le gouvernement finit par vous briser, assurez-vous que les morceaux que vous contrôlez valent plus que le tout. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce manuel. Nous allons disséquer étape par étape comment Rockefeller a construit cette machine. Nous allons voir comment le démantèlement de la Standard Oil l'a, contre toute attente, rendu 3 fois plus riche. Et nous allons comprendre pourquoi, 114 ans après ce démantèlement, vous vivez toujours, respirez et travaillez dans le monde que John D. Rockefeller a dessiné pour vous. Parce que comprendre ce système n'est pas un exercice académique, c'est une question de survie. Le système est conçu pour extraire la richesse de la base et la concentrer au sommet. Et une fois que vous aurez vu les rouages, vous ne pourrez plus jamais les ignorer. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans le monde de Rockefeller. Pour comprendre le système, il faut d'abord comprendre l'architecte. La psychologie de John D. Rockefeller est la clé de voûte de tout l'édifice économique moderne. Il est né le 8 juillet 1839 à Richford, dans l'État de New York. Et dès sa naissance, il a été forgé par 2 forces diamétralement opposées, créant une dichotomie qui allait terroriser ses concurrents pendant un demi-siècle. D'un côté, il y avait son père, William Avery Rockefeller, surnommé Devil Bill. C'était un escroc, un charlatan itinérant qui parcourait les campagnes en vendant de faux remèdes contre le cancer. Bill était un homme sans scrupules, un manipulateur qui croyait que la vie était une arène où seuls les plus rusés survivaient. Il enseignait à ses enfants à tricher avant d'être trichés. Il a littéralement dit qu'il arnaquait ses fils à chaque occasion pour les rendre vifs. De l'autre côté, il y avait sa mère, Eliza, une baptiste dévote, austère, disciplinée, imprégnée d'une certitude morale inébranlable. Elle a inculqué à John une foi religieuse profonde, l'idée que le travail acharné était une prière et que l'épargne était une vertu divine. C'est cette combinaison explosive, la brutalité amorale de l'escroc et la certitude morale du croyant, qui a défini l'approche de Rockefeller. Dans le monde des affaires, cela s'est traduit par une capacité terrifiante. Il pouvait détruire des vies, ruiner des familles et écraser des concurrents sans la moindre hésitation, tout en étant intimement persuadé qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Pour Rockefeller, ce n'était pas de l'hypocrisie, c'était une conviction sincère. Il croyait fermement que la concurrence était un péché, une forme de désordre et de gaspillage inefficace. En créant un monopole, en imposant un ordre brutal sur le marché, il pensait organiser l'industrie pour le bien de l'humanité. Il ne se voyait pas comme un prédateur, mais comme un sauveur apportant la civilisation dans la jungle du capitalisme. Cette certitude le rendait invincible. On ne négocie pas avec un homme qui pense avoir un mandat divin pour prendre votre entreprise.
L'année charnière est 1859. Du pétrole est découvert à Titusville, en Pennsylvanie. C'est le début de la ruée vers l'or noir. Imaginez le Far West, mais avec de la boue noire et inflammable. Des milliers de prospecteurs, d'aventuriers et de désespérés affluent vers l'ouest de la Pennsylvanie pour forer. C'est le chaos absolu. Des villes champignons sortent de terre en une nuit. Des fortunes se font et se défont en quelques heures. C'est l'anarchie du marché libre dans sa forme la plus pure et la plus destructrice. Le problème majeur était la volatilité. La surproduction faisait effondrer les prix. Le baril passait de 10 $ à 10 cents en quelques semaines. Puis, les pénuries faisaient exploser les prix à nouveau. C'était un cycle de boom and bust, essor et effondrement, qui détruisait tout le monde. Rockefeller, alors âgé de 20 ans et travaillant comme simple comptable à Cleveland, observait ce spectacle. Contrairement aux autres, il n'a pas été séduit par la fièvre du forage. Il a regardé les foreurs et il a vu des parieurs. Le forage était risqué, dépendant de la chance. Vous pouviez creuser 10 trous et ne rien trouver, ou trouver un gisement et voir le prix s'effondrer parce que votre voisin en avait trouvé un plus gros. Rockefeller a compris une vérité fondamentale qui est toujours valable aujourd'hui. Ne cherchez pas à trouver la ressource, cherchez à contrôler le goulot d'étranglement. L'opportunité n'était pas dans l'extraction du pétrole brut. L'opportunité était dans le raffinage. Transformer ce liquide noir et inutile en kérosène pour les lampes. C'était là que se trouvait le vrai business, la vraie valeur ajoutée. Peu importe qui trouvait le pétrole, tout le monde devait le faire raffiner. En 1863, Rockefeller investit 4 000 $ dans sa première raffinerie à Cleveland. Ce n'était pas un pari, c'était un calcul froid. 2 ans plus tard, c'était la plus grande raffinerie de la ville. Mais Cleveland comptait 30 autres raffineries. La concurrence était féroce, les marges étaient minces, et la plupart des entreprises opéraient au bord de la faillite. Pour la plupart des hommes d'affaires, cette concurrence était la nature du capitalisme. Pour Rockefeller, c'était une erreur à corriger. C'est ici que son génie maléfique a commencé à se manifester. Il n'a pas essayé de battre ses concurrents sur le prix de vente. Il a décidé de changer les règles du jeu pour rendre la compétition impossible. La première arme que Rockefeller a forgée pour construire son système s'appelle l'intégration verticale. C'est un terme que vous entendez peut-être dans les écoles de commerce, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. L'intégration verticale signifie contrôler chaque étape de la production, de la matière première au produit fini. La plupart des raffineries de l'époque fonctionnaient simplement. Elles achetaient du brut au foreur, le raffinaient, et vendaient le kérosène à des distributeurs. Elles ne contrôlaient qu'une seule étape. Elles étaient vulnérables, aux fournisseurs et aux clients. Rockefeller a décidé de tout contrôler. Il a regardé ses coûts. Les barils en bois coûtaient cher. Alors, il a acheté ses propres forêts de chêne blanc, a fait construire ses propres usines de fabrication de tonneaux et a séché le bois lui-même. Résultat, alors que ses concurrents payaient 2,50 $ le baril, Rockefeller produisait les siens pour 96 cents. Une réduction de coûts massive, invisible pour le consommateur, mais mortelle pour le concurrent. Il a regardé le transport. Payer des entreprises ferroviaires pour transporter son pétrole réduisait ses marges. Alors, il a acheté ses propres wagons-citernes. Il a regardé le stockage. Il a construit ses propres entrepôts. Il a regardé la vente. Il a acheté ses propres réseaux de distribution pour vendre directement aux consommateurs. Chaque étape, qui était auparavant une entreprise séparée générant un profit pour quelqu'un d'autre, a été absorbée par Rockefeller, ramenée in-house, en interne. Cela lui a donné un avantage mathématique insurmontable. Il ne jouait plus au même jeu que les autres. Mais l'aspect le plus prédateur de cette stratégie concernait les chemins de fer. Rockefeller était devenu un client si important qu'il pouvait dicter ses conditions. Il a négocié des rabais secrets, rebatte. Non seulement il payait moins cher que ses concurrents pour transporter son pétrole, mais il a forcé les compagnies ferroviaires à lui verser une partie du prix payé par ses concurrents. Imaginez cela. Chaque fois qu'un concurrent de Rockefeller expédiait un baril de pétrole, Rockefeller gagnait de l'argent sur cette expédition. Ses concurrents subventionnaient leur propre destruction. Grâce à ses économies d'échelle et à ses accords secrets, Rockefeller pouvait vendre son kérosène à un prix inférieur au coût de production de ses concurrents, tout en réalisant encore des bénéfices. Il pouvait saigner le marché indéfiniment. Ses rivaux, eux, se vidaient de leur sang en quelques mois. En 1870, Rockefeller crée la Standard Oil Company of Ohio. Sa machine est prête. Il possède la plus grande opération de raffinage, les coûts les plus bas et les meilleurs accords logistiques. Mais il ne contrôle encore que 4% du marché américain. Pour un homme avec l'ambition de Rockefeller, c'est insignifiant. Il lance alors la deuxième phase de sa stratégie, la consolidation horizontale. Si l'intégration verticale consiste à contrôler la chaîne de bas en haut, l'intégration horizontale consiste à posséder tout ce qui se trouve à gauche et à droite. C'est l'élimination pure et simple de la concurrence.
L'événement qui définit cette stratégie a lieu en 1872. Les historiens l'appellent le massacre de Cleveland. Ce nom n'implique pas de violence physique, mais une violence économique d'une efficacité terrifiante. Sur une période de 3 mois, Rockefeller a approché méthodiquement les 26 raffineries concurrentes de Cleveland. La scène se déroulait souvent ainsi. Rockefeller entrait dans le bureau de son concurrent. Il était calme, poli, presque amical. Il ouvrait ses livres de comptes, une chose inouïe, et montrait à son rival la réalité brutale. « Je peux produire du kérosène pour moins cher que vous ne pouvez l'expédier. Je reçois des rabais que vous n'aurez jamais. Vous ne pouvez pas gagner. » Puis venait l'offre. Le choix binaire qui est devenu la signature du système. Option A, vendez-moi votre raffinerie maintenant. Je vous paierai un prix juste, en actions Standard Oil ou en cash. Rejoignez-moi et nous deviendrons riches ensemble. Option B, refusez, et je vous écraserai. Je baisserai les prix jusqu'à ce que vous soyez en faillite, puis je rachèterai votre ferraille aux enchères pour une bouchée de pain. C'était plata au plomo, l'argent ou le plomb, version business. Rockefeller lançait alors une guerre des prix. Il vendait son kérosène à perte dans le marché local du concurrent récalcitrant. Grâce à ses réserves de cash immenses venant d'autres marchés, il pouvait tenir des mois. Le petit raffineur, lui, perdait de l'argent sur chaque vente. La plupart ont vendu. Quelques-uns ont essayé de se battre. Ils ont tous perdu. En 3 mois, Rockefeller est passé du contrôle de 4 raffineries à 22 raffineries sur les 26 que comptait Cleveland. Il est passé de 4% à 25% de la capacité de raffinage américaine en 90 jours. Le massacre de Cleveland a été le prototype. Une fois qu'il a prouvé que cela fonctionnait à Cleveland, il a simplement copié-collé la stratégie à l'échelle nationale. Il ne s'est pas arrêté là, il voulait tout le pays. Durant les années 1870, la Standard Oil a marché sur l'Amérique comme une armée d'invasion. New York, Philadelphie, Pittsburgh, Baltimore, ville après ville, raffinerie après raffinerie, la méthode était la même. Approche, offre, menace, guerre des prix, acquisition. En 1879, moins de 10 ans après avoir commencé cette campagne, la Standard Oil contrôlait 90% de la capacité de raffinage des États-Unis. 9 barils sur 10 produits en Amérique passaient par les mains de Rockefeller. Il pouvait décider du prix du kérosène à New York, à Tokyo et à Berlin. Il avait accompli ce qui semblait impossible. Il avait tué la main invisible du marché libre et l'avait remplacée par sa propre main de fer. C'est à ce moment précis que Rockefeller a rencontré son prochain grand obstacle. Un obstacle qui n'était pas un concurrent, mais la loi elle-même. Avoir un monopole était une chose, le garder en était une autre. Les lois de l'État interdisaient à une entreprise de l'Ohio de posséder des actions dans des entreprises d'autres États. C'était un frein à son expansion nationale. Rockefeller devait donc inventer une nouvelle structure, une nouvelle forme juridique qui lui permettrait de contourner la loi tout en gardant le contrôle total. C'est ainsi qu'en 1882, il a créé l'outil le plus puissant du capitalisme moderne, le trust. Le concept est d'une simplicité diabolique. Au lieu que la Standard Oil of Ohio achète ses concurrents, les actionnaires de ces entreprises remettaient leurs actions à un petit groupe de 9 trustees, dirigés par Rockefeller. En échange, ils recevaient des certificats de trust. C'était un tour de passe-passe juridique magistral. Officiellement, les entreprises restaient indépendantes. Mais en réalité, 9 hommes assis à New York prenaient toutes les décisions. Ce fut le premier grand trust corporatif de l'histoire américaine, et il est devenu le modèle pour tous les autres. Sucre, tabac, acier. Plus important encore, cette structure a évolué pour devenir la holding company moderne. Alphabet, Berkshire Hathaway, Meta, ce sont les descendants directs du trust de 1882. En 1904, la Standard Oil contrôlait 91% de la production et 85% des ventes. Mais Rockefeller avait un problème, la haine. Il était devenu le visage du baron voleur. La pression politique est devenue insoutenable. Le gouvernement des États-Unis a poursuivi la Standard Oil en justice. Le 15 mai 1911, la Cour suprême rend son verdict. La Standard Oil est coupable et doit être brisée en 34 entreprises distinctes. Sur le papier, c'était la victoire du peuple. Mais c'est faux. La Standard Oil a été divisée en Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, Soyo. Mais à qui appartenait une de ces nouvelles entreprises? La Cour n'a pas confisqué la propriété de Rockefeller. Elle a simplement divisé ses parts. Il possédait 25% de la Standard Oil mère, il s'est retrouvé avec 25% de chacune des 34 nouvelles entreprises. Et c'est ici que se trouve le twist. Le démantèlement n'a pas ruiné Rockefeller. Il l'a rendu scandaleusement plus riche. Avant le démantèlement, l'action valait 600 $. Une fois brisées, les 34 entreprises, devenues plus agiles et profitant de l'essor de l'automobile, ont vu leur valeur exploser.
La valeur combinée des parts de Rockefeller a triplé. C'est à ce moment-là qu'il est devenu le premier milliardaire de l'histoire. L'ironie est totale. Et qu'est-il arrivé à ces 34 entreprises au fil du siècle? Elles ont suivi la loi naturelle du système Rockefeller, la reconsolidation. En 1999, Exxon et Mobil ont fusionné. Chevron a racheté Texaco et Gulf Oil. BP a racheté Amoco. Le monopole de 1911 s'est reconstitué. Le système s'est brisé pour éviter la régulation, puis s'est silencieusement recollé. Mais l'héritage de Rockefeller ne s'arrête pas au pétrole. Il a compris qu'il ne fallait pas être un monopole visible, mais un système invisible. C'est l'art de la fausse concurrence. Facebook possède Instagram et WhatsApp, mais les garde séparés pour donner l'illusion du choix. Mais Rockefeller avait encore une dernière carte à jouer pour façonner la société, la philanthropie moderne. Après 1911, pour redorer son image, il a créé de gigantesques fondations, comme la Fondation Rockefeller. Le but n'était pas seulement de donner de l'argent, mais d'investir stratégiquement. En finançant la médecine et l'éducation, il a pu orienter la recherche et établir les standards. La médecine moderne, axée sur les produits pharmaceutiques dérivés du pétrole, a été fortement influencée par ses subventions. Cela lui a offert un siège à la table du pouvoir. En finançant les experts, ces fondations ont influencé les politiques publiques. C'est ce qu'on appelle la capture réglementaire. Une industrie influence tellement les agences censées la réguler qu'elle finit par contrôler les règles du jeu. Le manuel Rockefeller était désormais complet. Intégration verticale, consolidation horizontale, trust holding et philanthropie stratégique. Ces 4 piliers constituent l'architecture invisible du monde moderne. Rockefeller est décédé en 1937, mais son système a prospéré. Aujourd'hui, Alphabet, Meta, Amazon utilisent ce manuel. Le système est omniprésent. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de culture. Rockefeller a imposé l'idée que l'efficacité et l'ordre des grandes entités sont les valeurs suprêmes. Il a créé une dépendance structurelle si vaste que démanteler ce système reviendrait à démanteler la société. Alors, que faire? La première étape est la compréhension. Ne soyez pas aveugle au mécanisme. Ensuite, vous avez 3 options. L'accepter et le critiquer, acheter local, soutenez les petites entreprises. L'exploiter. Si vous ne pouvez pas le battre, possédez-le. Investissez dans les entreprises qui utilisent ce manuel. Devenez un propriétaire des extracteurs de richesse. Tentez de le changer. Participez au débat public. Mais sachez que vous vous battez contre un géant centenaire. Rockefeller a dit « La seule question est de savoir si je peux vivre assez longtemps pour prouver ce que je peux faire. » Il l'a fait. Il a créé un système qui vous précède et qui vous survivra. Le monde que nous habitons a été conçu. Et John D. Rockefeller en a été l'architecte. Son manuel est toujours en vigueur. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est l'histoire du capitalisme à son apogée. Et maintenant que vous avez vu le plan directeur, vous ne pourrez plus jamais voir le monde de la même manière.